Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Nos courriels et autres messageries électroniques sont montrés du doigt comme une des composantes de la pollution numérique. Dans cet épisode de Génération Éco, j'ai le plaisir de recevoir Nathan Herbert, cofondateur d'Ecomail, un service de messagerie écologique qui a du sens. Une interview réalisée à distance puisque Ecomail est basé en Haute-Loire. D'ailleurs, je m'excuse par avance s'il y a des petits soucis de connexion au niveau de l'interview et des petits décrochages de son. Chers auditeurs et auditrices, merci effectivement de votre compréhension. Bonjour Nathan. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter la genèse d'Ecomail ? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter à ce podcast. C'est très gentil de votre part. Donc pour me présenter, je m'appelle Nathan, j'ai 33 ans. Je suis informaticien, donc chef de projet depuis mes 20 ans. Donc ça commence à faire quelques années. J'ai créé Ecomail. Alors la genèse d'Ecomail, elle est un peu particulière. En gros, j'ai un travail en temps plein. Je suis gérant d'une société, une agence web. Et en fait, je souhaitais, au fur et à mesure des années, donner du sens à mon travail, parce que c'est vrai que tous les matins se lever pour répondre aux clients, etc., c'est très bien. Mais il manquait une partie environnementale que je ne trouvais pas dans mon métier, parce qu'effectivement, l'informatique et l'environnement, c'est généralement pas très lié. Ma femme ayant fait un master en environnement, c'est vrai que je baigne dedans depuis longtemps. Je suis beaucoup les associations, on a fait du bénévolat, etc. Mais mon métier, mes 8 heures par jour devant l'ordi ne me satisfaisait pas parce qu'il n'y avait aucun sens. Du coup, je me suis renseigné un petit peu, je regardais des reportages et je suis tombé sur un reportage d'Arte sur la pollution numérique. La pollution numérique qu'on en entend de plus en plus parler aujourd'hui, et tant mieux, parce que c'est un véritable problème. Mais du coup, effectivement, quand j'ai vu ce reportage, ça m'a fait tilt et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi qui contribue à cette pollution numérique tous les jours en étant sur mon ordinateur, en utilisant tous les outils modernes, les drives, les machins, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer qu'un informaticien utilise. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ça? Et c'est là où en fait l'idée d'Ecomail est arrivée. J'ai tapé Eco, j'ai bafouillé un petit peu pour chercher un nom. Et là, Ecomail était libre, donc je l'ai réservé. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans le développement du projet et dans la création en fait de l'interface d'Ecomail. D'accord. Et vous développez tout seul ou il y a une équipe derrière vous pour développer ? Je suis totalement tout seul pour développer. Je fais tout de A à Z. Alors, j'utilise aussi beaucoup d'outils open source, Runcube, OnCloud. J'en utilise tout ce que je peux trouver en open source. Je l'utilise. Je ne vais pas redévelopper ce qui existe déjà. Oui, Néanmoins, j'ai développé le site internet d'Ecomail, l'interface aussi pour y ajouter quelques fonctionnalités en lien justement avec la pollution numérique. D'accord. Et donc, Ecomail est un service payant. À quoi sert cet argent ? Oui, effectivement, Ecomail, j'ai choisi de le rendre payant, un abonnement à 12 euros par an. Alors pourquoi? Parce que justement, au tout départ d'Ecomail, le service était gratuit. Et en fait, je voulais que le service, en plus de sensibiliser sur la pollution numérique, finance des ruches. Et pour financer ces ruches, donc parce qu'on sait bien que le déclin des abeilles est un véritable problème, pour financer ces ruches, j'ai compté sur un système de dons. Donc ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont réalisé des dons, mais l'engouement vers Ecomail était tel, entre guillemets, enfin pour moi en tout cas, à mon échelle, que je me suis dit ça va pas être durable, c'est-à-dire que les frais techniques vont largement augmenter, le support technique va prendre beaucoup plus de place dans mes journées, et les dons ne suffiront pas pour maintenir un service sur la durée comme ça de qualité. Et c'est là où je me suis dit, je vais passer le service payant, mais juste le rendre payant ne m'allait pas, parce que ça n'agissait pas pour l'environnement. Et du coup, je me suis dit, voilà, 50%, donc la moitié de tout ce qu'on gagne hors taxe, hein, bien sûr, parce que la TVA, ça c'est, on peut pas faire grand-chose avec ça. Mais 50% du montant hors taxe irait à des associations qui, elles, sont sur le terrain. Moi, je suis pas sur le terrain, je suis devant mon ordinateur parce que c'est mon métier.
mais il y a des gens dont le métier, c'est justement d'agir, de protéger l'environnement, la biodiversité, et je veux soutenir avec le projet ces personnes. Et donc c'est pour ça que que la boîte mail est payante pour justement reverser la moitié de tout ce qu'on reçoit à ces associations partout dans le monde, principalement en France, en Belgique actuellement. D'accord, ouais, donc si j'utilise Ecomail, hein, finalement, je fais des bonnes actions dès que j'utilise ce service. Donc c'est des actions autour de l'écologie, mais il y a aussi peut-être le côté social, solidaire éventuellement. Alors pour l'instant, on s'est focalisé sur tout ce qui était environnement, biodiversité, sur protection des animaux, protection de la nature dans son ensemble, les déchets, sur par exemple, on a quoi? On a les Blangios par exemple, on a la Volée de Piaf qui est un centre de sauvegarde qui va protéger et soigner les animaux. On a eu Forest Calling qui a acheté des forêts pour les préserver, pour les bloquer en fait, pour éviter qu'elles soient détruites. Pour l'instant, on se focalise vraiment là-dessus. Le côté social, c'est un autre point, mais pour l'instant, je ne veux pas l'aborder parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le côté environnemental pur Effectivement. que pour l'instant, on se focalise là-dessus pour les 50% de nos recettes, quoi. D'accord. Et est-ce que vous êtes aussi adhérent à 1% for the Planet ou pas du tout? Oui, tout à fait. On est adhérent à 1% pour la planète depuis 2 ans, je crois, et aussi à Tech for Good France. Donc c'est sûr que ça coulait de sens pour nous de rejoindre 1% du fait qu'on donne 50%. Donc 1%, voilà, effectivement, Oui. c'était une toute petite partie de ce qu'on donne, mais néanmoins, ça nous permet de rentrer dans une communauté et aussi d'avoir aussi de nombreuses adresses d'associations qui sont certifiées et suivies par un organisme qui est assez gros quand même, 1%. Et donc nous, on peut faire des dons un peu plus les yeux fermés, entre guillemets, en se disant que c'est vérifié en plus par 1% en plus de nous, quoi. D'accord. Et en plus, au niveau professionnel, donc là, vous versez 50% effectivement du prix des abonnements. Est-ce que vous êtes aussi engagé à côté finalement, ou c'est que via l'entreprise que vous faites des actions comme ça écologiques? Alors à titre personnel, on a fait avec ma femme, donc qui est dans le projet également, on a fait du bénévolat dans des LPO beaucoup. On a fait des bénévolats à Picardie Nature par exemple, on a fait un don aussi à Picardie Nature, on connaît l'équipe, ils sont extrêmement bons et engagés. Donc on a fait du bénévolat un petit peu partout en France puisqu'on a beaucoup bougé. Là actuellement tout de suite non, puisqu'effectivement on a encore bougé. Donc on s'est pas encore réinvesti, mais on compte le faire. C'est-à-dire que effectivement, pour sortir des écrans, il faut aller sur place, il faut aller dans ces associations, il faut rencontrer les gens et voir les actions qui sont faites. Il faut mettre des crapauducs, il faut rattraper un crapaud et le déplacer pour éviter qu'il se fasse écraser. Enfin, il faut faire des actions concrètes pour se rendre compte que c'est nécessaire en fait vraiment et qu'il y a vraiment besoin de ça. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure que vous aviez pris tout de suite le nom de domaine Ecomail. Techniquement, donc, vous utilisez des serveurs qui sont en France, qui sont écolos. Comment ça se passe? Alors, les serveurs sont en France, ils sont pas écolos parce qu'un serveur, à mon sens, peut pas être écolo, dans le sens où il utilise des matériaux qui sont loin d'être écologiques, qui sont extraits, ils sont fabriqués très loin. Donc, en clair, l'informatique, je le dis sur le site, hein, ce n'est pas écologique, c'est pas possible. C'est du greenwashing de dire que c'est écologique. Ce que nous, on a fait comme pari, c'est effectivement les 50% reversés. C'est aussi de bien sûr mettre des serveurs en France à Paris, dans le data center de Iliad, donc c'est Free, Oui. hein, c'est la société mère de Free. Alors Free, bien sûr, je communique pas trop sur le site, a communiqué lui comme quoi ces data centers sont alimentés en énergie renouvelable à 100%. Comme je n'ai pas de preuves, moi je le mets pas parce que je ne veux pas justement faire de greenwashing et dire qu'effectivement tout est vert, tout est beau. Free le dit, moi je peux pas le prouver donc je le dis pas. Néanmoins, c'est le cas. Alors pourquoi Free et pas un hébergeur plus petit? On m'a souvent posé la question. Il y a une problématique de qualité-prix. Il y a une problématique de disponibilité. Pour qu'un service de mail fonctionne, il faut qu'il soit accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un coût abordable de notre côté, puisque sinon on n'arriverait pas à reverser les 50%. Donc on a choisi entre OVH et Free. Vous puissiez vous rémunérer.
Alors, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, D'accord. Ah oui. non, non, on n'en est pas encore à ce point-là, ou très faiblement en tout cas. Euh, pour être totalement transparent, on rémunère ma femme 600 euros par mois via son auto-entreprise, puisqu'on est transparent aussi sur Ecomail. C'est une des valeurs qu'on souhaite communiquer, mais rien de plus, hein. Et en fait, voilà, entre OVH par exemple, qui est un gros fournisseur français, et Free, on a choisi Free parce qu'effectivement, ils annonçaient utiliser de l'énergie renouvelable en France pour leur data center. D'accord. Oui, parce que sinon, il y a Infomaniac en Suisse qui est quand même à fond là-dedans et qui axe quand même pas mal sa communication sur le fait que ces serveurs soient ISO, plein de normes, d'énergie renouvelable. Ça aurait pu être aussi un bon, un bon service pour Ecomail, non? Un bon serveur? C'est tout à fait exact. Alors, Informatiak, effectivement, il est en Suisse, donc il n'est pas en France. Et c'est vrai qu'à la base, je voulais vraiment localiser en France, puisqu'on est, la majorité des utilisateurs, en tout cas, sont français. Ouais. Donc, c'était un point important pour moi. Le deuxième point aussi, c'est que de par mon travail principal, je connais très bien l'environnement technique de Free, les différents services qu'ils utilisent. Et comme il y a une structure un petit peu, une infrastructure un peu plus complexe quand même, c'est pas simplement une machine. Il y a un load balancer, il y a plusieurs machines en réplication, il y a des bases de données en haute disponibilité. Donc c'est tout plein de services qui sont maîtrisés depuis très longtemps chez Free via sa filiale Scalaway, hein, c'est leur service d'hébergement public. Du coup, je voulais pas prendre de risques, je voulais aller chez quelqu'un que je connaissais très bien et qui fonctionne très bien avant d'explorer des nouvelles possibilités si jamais le service continue à s'accroître. D'accord, effectivement, ouais. Que pensez-vous sur effectivement que les mails et puis les newsletters par la même occasion soient montrés du doigt comme ça, comme un gros pollueur et en partie responsable de la pollution numérique? C'est pas forcément que les emails finalement. Du tout. En fait, les emails représentent, il me semble, même je sais pas, il me semble, c'est une certitude, une faible part de la pollution numérique. La plus grosse partie, c'est la production de nos ordinateurs, nos écrans, nos smartphones, nos tablettes. C'est ça qui pollue le plus. C'est le fait qu'on change de téléphone tous les 3 ans. C'est le fait que s'il y a un pixel mort sur notre écran, on va le changer. Et c'est ça, la véritable pollution numérique, elle est là. Après, la pollution numérique, elle se divise en plusieurs parties. Il y a effectivement les data centers qui polluent beaucoup puisqu'ils consomment énormément d'énergie, encore que l'énergie se transforme de plus en plus en énergie renouvelable, mais néanmoins ça consomme, ça génère de la chaleur aussi, et ça héberge des centaines de milliers de serveurs qui eux sont extrêmement polluants à produire. Le problème des emails, c'est qu'on les accumule en fait. C'est qu'un email, c'est tellement anodin aujourd'hui dans la vie de tous les jours, comme un SMS, on en reçoit des centaines par jour, et c'est à peu près ça, une centaine par jour par utilisateur. Et on n'y fait pas attention, on les laisse là. Et si on continue comme ça, c'est-à-dire que tous ces emails sont stockés sur des machines, sur des infrastructures, donc ça nécessite d'avoir toujours plus d'espace disque pour stocker ces emails. Plus les années passent, plus cet espace grossit. Et donc ça nécessite à chaque fois de faire des évolutions, de changer les disques durs, d'augmenter les capacités, donc de reproduire des disques, etc., de changer les technologies. Donc en fait, c'est tout un cercle vicieux qui fait que nos simples emails, c'est une action que chacun peut faire sans pour autant se priver de la technologie, sans dire bah voilà, moi je vais pas vivre avec un ordinateur ni un téléphone, je ne veux rien. Ça peut être un choix, mais si on veut quand même profiter de cette technologie, on peut faire quelques actions sur Internet pour diminuer notre empreinte environnementale, notamment supprimer ses emails, se désabonner des newsletters quotidiennement parce qu'on en reçoit tout le temps, faire le tri vraiment tout le temps en fait. Par exemple, sur Ecomail, si une boîte email personnelle, à partir du moment où vous dépassez les 500 emails stockés, vous allez recevoir une petite notification sur l'interface, bien sûr, hein, pas par email, qui vous dira que vous êtes moins éco-responsable. On va vous inciter à supprimer vos mails parce qu'au final, pour mon exemple à moi, ça fait 4 ans que j'utilise Ecomail à titre personnel. Je ne dépasse jamais les 500 emails stockés, même pour une utilisation tout à fait classique. C'est-à-dire que je supprime mes emails au fur et à mesure, mes emails envoyés aussi, il ne faut pas les oublier ceux-là, mes emails reçus, ma corbeille,
emails. Au final, ça, c'est devenu un automatisme tous les jours. Je fais mon petit tri, hop, je supprime en fin de journée. Et ainsi, je garde un niveau de stockage raisonnable et donc une pollution générée par ma messagerie raisonnable par rapport à des personnes qui n'ont pas conscience de ça et qui laissent enfler leur messagerie, qui ont 10 000, 20 000, 30 000 emails en boîte de réception, dont un tiers non lus. Et ça, c'est réellement un problème puisque ça augmente considérablement la consommation d'énergie, l'espace disque et tout ce qui va derrière, quoi, en fait. Mais est-ce que justement les fournisseurs d'emails sont pas aussi un peu fautifs à proposer, alors là j'ai pointé du doigt Gmail, mais à proposer des grosses capacités, du coup les gens vont se dire bah ok, on s'en fiche, j'ai de la place donc finalement je vais le garder, ça sert à rien que je le jette. Il y a peut-être aussi là-dedans quelque chose il y a des actions à faire où il faut que ces mastodontes aussi prennent le pas à ce niveau-là, non? Oui, que je suis complètement d'accord avec vous. En fait, je pense que effectivement, Gmail, Orange et La Poste, etc., pour en parler un peu ceux qui sont connus en France, devraient avoir des notifications justement pour inciter à la suppression, ce qui n'est pas le cas du tout. Ils devraient, voilà, avoir une politique environnementale sur la gestion des emails qui soit visible, alors qu'actuellement elle est invisible. Ils vont nous parler en fait de la diminution de leur consommation énergétique de leur data center, etc. Le recyclage des serveurs, ça c'est très très bien, c'est très bien comme évolution, mais ils ne parlent pas des petites actions, donc la gestion des emails, ça effectivement ils en parlent pas. Et effectivement, Google, ça a toujours été ça, on donne énormément d'espace, comme ça vous recevez énormément de données, on traite toutes ces données, on en fait de la publicité. C'est aussi comme ça qu'ils génèrent. C'est pas pour rien que votre boîte Google ou autre est gratuite. Tout ce qui est gratuit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, tout Tout simplement. à fait, j'adore dire cette phrase aussi. Moi j'adore aussi parce que c'est la stricte vérité. Et si on utilise un service gratuit, on accepte le fait que nos données servent à financer ce service. Et pourquoi j'avais choisi les 12 euros pour Ecomail, c'est que j'avais lu dans un article, je ne sais plus où, il y a très longtemps, que en moyenne, une boîte email sur Google coûtait 12 euros, rapportait, pardon, 12 euros à Google par an grâce à la Ah oui, publicité qu'il arrivait à générer. Donc c'était à peu d'accord. près le montant que j'avais lu, quoi, et que c'est pour ça qu'Ecomail, je l'ai placé à 12 euros. Bon, en même temps, un euro par mois, c'est quand même pas non plus la mer à boire, hein, je pense, en tout cas en termes de financier. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude que tout soit gratuit que il y a toute une éducation à faire sur le fait que si on veut quelque chose de performant et avec des valeurs, c'est normal, il faut mettre un prix. Donc, Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est pas grand-chose. La très grande majorité des gens en France peuvent se le permettre, mais néanmoins, comme vous dites, tout est gratuit sur Internet et ça doit effectivement évoluer. La qualité de Gmail, alors attention, moi je critique pas Google sur leur qualité. Ils sont extrêmement bons. Ils ont une équipe énorme derrière. Ils ont des outils très performants, très très bien intégrés. Ça sera difficile d'atteindre leur niveau. oui. Faut pas se leurrer. Nous, ce qu'on propose, c'est une alternative et c'est pas concurrence en fait. On peut pas on n'est pas concurrent avec Google du tout, quoi. Bah oui, non, c'est sûr. Vous mettez, non, sur Ecomail justement, un petit tankard qui dit combien ça consomme d'énergie, etc., combien il y a de mails, hein. Alors, pas d'énergie, parce que l'énergie des serveurs, je la maîtrise pas puisque je suis pas à côté des serveurs. Ils sont sur Paris et ils appartiennent à Free. On met des statistiques qui sont pas comment dire, ils sont basés sur les utilisateurs actifs de l'interface qui montrent par exemple aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 1 330 000 emails stockés sur l'infrastructure Ecomail, ce qui représente, si on prend le chiffre de l'ADEME ou de CleanFox, 10 grammes de CO2 par an par email, ce qui représente quand même pas mal de tonnes, ça fait 13 tonnes CO2, de CO2 par an. Il y a quand même un point, je veux quand même préciser. Un email, on dit que ce qu'on trouve sur Internet, les différentes sources, c'est 10 grammes de CO2 par an. C'est effectivement une moyenne parce que c'est pour un email qui contient des pièces jointes. Un email tout à fait classique ne va pas consommer autant parce qu'il n'y a que du texte, donc là c'est pas la même taille. Pour la pièce jointe, si vous envoyez une photo à 10 emails différentes, cette photo elle va être
dupliquer 10 fois sur les 10 serveurs d'hébergement de vos destinataires. Et en plus de ça, il faut penser que les serveurs d'hébergement sont eux-mêmes dupliqués parce qu'il faut de la sécurité et de l'accès 24/7. Donc les données ne sont pas en une seule version, ils sont dupliqués, voire triplés. Et en plus, il faut rajouter les sauvegardes. Et généralement, les sauvegardes, on compte entre 2 et 3 versions de sauvegarde minimum. Donc voilà, votre seule pièce jointe, elle se multiplie en 30 pièces jointes en fait. Donc c'est pour ça qu'au final, l'espace disque nécessaire pour votre simple photo de 3 mégaoctets des vacances va prendre au final une proportion énorme. Elle va être multipliée par 30 et ça, par rapport au nombre de pièces jointes envoyées tous les jours via la messagerie, c'est un très gros volume de données au final. On va bientôt arriver déjà à la fin du podcast. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront un peu cette fibre éco ? Alors je pense que oui, de toute façon je pense que cette fibre éco va devenir une normalité. On va devoir apprendre à vivre avec, on va devoir apprendre à être un petit peu plus en accord avec ce qui ne pollue pas, et un peu plus en accord avec notre environnement. Et donc je pense effectivement que la nouvelle génération, ça sera même pas une question pour eux, ça sera juste la normalité. Ils auront cette fibre éco parce que de toute façon, il faut qu'ils l'aient pour que notre environnement continue à nous offrir des très belles choses et des très beaux moments en extérieur. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'URL, l'adresse web d'Ecomail ? Alors Ecomail, c'est www.ecomail.fr. Alors Ecomail, ECOMAIL.fr. D'accord, très bien. Merci beaucoup Nathan d'avoir participé à cette interview et j'invite tous les auditeurs et internautes à venir effectivement soutenir ce beau projet et à créer une boîte mail Ecomail. Merci beaucoup Yves, c'est très gentil. Merci, au revoir. Au revoir.